Ça va faire bientôt 2 mois, oui, peut-être 60 jours s'il faut qu'on soit beaucoup plus précis, que le chef de l'État a lancé, s'il faut le dire pour le commun des mortels, le programme d'urgence. Je crois que c'était évalué en termes de durabilité, la durée, 100 jours. C'est ça le 100 jours du chef de l'État, son programme. Et ce programme est en train de se matérialiser d'ailleurs à Kinshasa. Il est beaucoup plus visible, surtout à travers la voirie urbaine. Et il est également de même à l'intérieur où on a vu des villes qui hier étaient dans l'obscurité être éclairées. L'éclairage public a subi un coup de pouce de Félix Tshisekedi à travers ce programme. Et ce soir, nous voulons offrir ce plateau pour un échange. Ça ne sera pas une évaluation sûrement, mais nous allons entrer en profondeur, pénétrer ces programmes, qui ont élaboré ces programmes, parce qu'il y a eu aussi beaucoup de réactions au lendemain de sa publication par le chef de l'État. Quels sont les axes prioritaires? S'agissait-il d'un programme de reconstruction ou de réhabilitation de certaines infrastructures? On va en parler ce soir avec un invité qui a le profil d'ailleurs, M. Bertin Moudimou Tshisekedi. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci de répondre à notre invitation. Merci bien. Depuis toutes vos occupations, vous êtes un cadre de l'IDPES. Ouais. Tshisekedi, vous êtes de la famille aussi? Non, je ne suis pas de la famille. Ah, c'est un nom commun chez les Louba et chez les Kassaï. Et une coïncidence, Tshisekedi dans l'IDPES aussi? Oui. Coïncidence. Vous avez adhéré au parti? Ouf. Ça fait longtemps que je suis au parti. Ça remonte vers les années 84. J'étais encore finaliste à l'université Kinshasa. Je suis, pour la petite histoire, je suis économiste de formation. J'ai terminé l'université en 85, mais déjà sur l'université, nous nous approchons de l'UDPS parce que nous pensions que ce pays avait besoin d'une alternative dans la gouvernance. Ce pays avait besoin d'un changement radical et que l'UDPS incarnait ces changements. Et donc, comme tout étudiant à l'époque, avec beaucoup d'ambition et beaucoup de vouloir faire mieux que ce qui était fait à ce moment-là, vous vous souviendrez qu'il y a eu beaucoup de fermetures. Nous avons connu 2 fermetures à l'université en 80 et en 82. Et donc, nous pensions qu'il fallait qu'on change. Et l'UDPS s'offrait comme ce changement que tout le monde attendait, que le peuple congolais attendait. Donc, évoluer beaucoup plus dans... Vous avez préféré être dans l'ombre, qui est beaucoup plus visible. On peut savoir pourquoi ce choix? Bon, l'explication peut être donnée simplement parce que je vous ai dit que je suis un cadre universitaire. J'ai terminé mes études. Je devais travailler, et je travaille aujourd'hui. Je suis directeur financier de la SCTP, la Société commerciale des transports et des ports. Et donc, il était difficile d'être apparent pendant cette période-là. Nous avons essayé de travailler dans la clandestinité. Très bien. Alors, vous avez apporté votre touche pour l'élaboration de ces programmes. Quel a été le souci du chef de l'État quand il vous a choisi parmi tant d'autres, mis en place cette équipe pour élaborer ces programmes? Qu'est-ce qu'il vous avait dit exactement? Non, il faut préciser les choses. Je n'ai pas été contacté par le chef de l'État pour participer à l'élaboration du programme. Je n'ai pas participé à l'élaboration du programme, mais en tant que membre du parti, j'ai eu connaissance de ce programme et j'ose croire qu'il y a des spécialistes, comme ça se passe un peu partout, dans tous les pays. Un président de la République qui arrive, il est entouré des spécialistes, des experts, et je crois que ce sont ces experts-là qui ont fait le programme. Je n'ai pas été parmi les participants à l'élaboration de ces programmes. Mais vous allez quand même nous dire ce qui a été le souci du chef de l'État en initiant ces programmes. Les soucis du président, c'était une autre façon de faire. Le président voulait imprimer sa marque dans la gouvernance et dans la gestion de ce pays. Il fallait sortir d'une navigation à vue, parce que nous savons que par le passé, il y a eu beaucoup de slogans, beaucoup de projets,
mais qui n'ont pas eu finalement de concrétisation. Et ici, le président voulait lier la parole à l'action, c'est-à-dire se situer dans une vision, dans un rêve, mais prendre les dispositions nécessaires pour traduire ces rêves en réalité. C'est ce qui est à la base de la mise en place de ces programmes du gouvernement. Ça, c'est de un. De deux, il fallait que le président puisse suppléer à la carence du gouvernement pendant cette période. Vous savez que pour des raisons politiques, le gouvernement n'est pas mis en place. Le président est déjà élu. Il est entré en fonction depuis le 24 janvier 2019. Il fallait faire quelque chose. Parce que le quinquennat commence à partir de l'investiture. Donc c'est à partir du 24 janvier 2019 que le quinquennat de Félix-Antoine Tshisekedi commençait. Il ne fallait pas attendre la mise en place du gouvernement qui interviendrait 3 mois ou 4 mois après pour mettre en place un programme du gouvernement. Il fallait parer au plus pressé. C'est ce qui a expliqué la mise en place de ce programme d'urgence. Quels sont les axes prioritaires ciblés par ce programme d'urgence? Oui, bon, nous pouvons prendre rapidement, il y a les routes. Vous connaissez l'importance des routes. Il y a l'éducation. Il y a la santé. La santé, il y a l'énergie. Il y a les transports. Il y a l'habitat, l'emploi et les activités, je dirais, de gestion institutionnelle ou de gouvernance. Est-ce que ce n'était pas trop pour 100 jours? Est-ce que pensez-vous être à mesure de rencontrer tout le problème qui se pose, les urgences qui s'imposent dans ces différents axes prioritaires retenus pour ces programmes? C'est pourquoi le président parle d'un programme d'urgence. Ce n'est pas un programme quinquennal qui correspond, si vous voulez, au mandat du chef de l'État. Ici, le président voulait être pragmatique en attaquant les problèmes essentiels de la vie des Congolais. Vous savez qu'aujourd'hui, lorsque nous regardons les contextes dans lesquels nous vivons, l'environnement, lorsque nous regardons les infrastructures, en tout cas, il y avait beaucoup de choses à faire. Mais il fallait commencer quelque part. C'est comme ça que le président a commencé avec ces programmes d'urgence. Mais il est vrai que par la suite, le président pourra mettre en place, lorsqu'il y aura un gouvernement, un programme de 5 ans qui pourra être là pour prendre les aspirations du peuple pendant les 5 années à venir et améliorer les conditions de vie du Congolais. Parce que vous savez que l'UDPS, qui est aujourd'hui au pouvoir, a un projet de société, le peuple d'abord. Il faut que le peuple ou la population soit placée au centre de l'activité gouvernementale. Et c'est pourquoi le président s'est engagé dans ces programmes. Vous verrez que ce programme, il est cohérent. Il est cohérent, mais il est également convergent vers la réalisation des objectifs. Il est différent de tout ce qui s'est passé par la suite parce que ce programme définit les objectifs à atteindre. Par exemple, en ce qui concerne la mobilité des personnes et de leurs biens, il faut absolument que les routes soient améliorées, il faut que les infrastructures de transport soient là. Et c'est pourquoi vous verrez que dans ces programmes, la part réservée aux routes, au transport, équivaut plus ou moins à 70%. Alors, mais avant que nous puissions entrer dans l'évaluation de ces programmes, mais il y a une certaine opinion qui estime que vous avez fait du copier-coller. C'est un peu comme le programme d'urgence lancé par Guizeng en 2017. Mais en quoi ces programmes d'urgence du chef de l'État sortent de l'originalité? C'est diffère de tout autre programme d'urgence qu'on a connu déjà dans ce pays. Oui, je crois qu'il faut faire une différence entre un projet et un programme. Un projet, c'est une vision. Et chacun peut rêver. On peut rêver de devenir demain un grand économiste. On peut rêver d'être un grand médecin. On peut rêver d'amener le bonheur du peuple. Ça, c'est une paire de manches. Mais le difficile, c'est d'arriver à traduire ces rêves-là en réalité. Quand vous regardez très bien, on a parlé dans ces pays de la révolution de la modernité. Les 5 chantiers. Les 5 chantiers. Mais c'était des projets. Mais ces projets-là n'ont pas connu une programmation. Parce que quand on parle de la programmation, on définit les objectifs,
on définit en même temps les moyens pour atteindre ces objectifs, on évalue ce qui a été fait, et puis on peut procéder à des mesures de correction. Si vous regardez très bien, on n'a jamais évalué le programme de la révolution de la modernité, on n'a jamais évalué le programme des 5 chantiers. On prenait des choses de façon éparse, ce qui n'est pas bon parce que nous devons nous situer dans une certaine logique de la rationalité. Mais est-ce que ce n'est pas ce que vous avez fait dans ce programme d'urgence? Prenons les routes par exemple. Non. Qu'est-ce qui doit être fait? Vous allez construire des routes ou réhabiliter des routes? Là où les routes existent, on réhabilite. Si elles sont dans un état défectueux, on réhabilite. La réhabilitation, c'est quoi? C'est remettre en état une infrastructure pour qu'elle soit exploitable. Si les routes n'existent pas, là où les routes n'existent pas, on va construire la route. Par exemple, dans les Kassai, il y a une route qui doit relier Luisa à Kananga. C'est une nouvelle route et sera construite. Là, on va parler d'une construction. Mais lorsqu'une route est défectueuse, à cause de la vétusté, à cause de l'amortissement du goudron qui a été placé, il faut la réhabiliter. Donc, il y a à la fois des choses qu'on va construire, mais il y a également de la réhabilitation qu'on va faire pour permettre finalement à la population de se déplacer et permettre finalement aux denrées alimentaires qui existent dans l'arrière-pays d'être acheminés vers les centres de consommation interne. De cette façon, on améliore, si vous voulez, les produits en leur accordant une valeur ajoutée, parce que vous savez que l'activité des transports, c'est une activité qui dérive de l'économie et c'est une activité importante qui permet de déplacer les biens et les personnes d'un lieu vers un autre lieu, tout en augmentant la valeur ajoutée. Vous semblez donner beaucoup plus de priorité aux routes secondaires. Par exemple, à Kinshasa, on voit la route Sayo et l'université, évidemment. Mais non, il n'y a pas que ça. Si vous regardez le programme, il y a les routes un peu partout. Il y en a à Kinshasa, il y a les réseaux ouest, les réseaux nord, les réseaux est. Donc les routes, en tout cas, dans ce programme, on a essayé de les prendre un peu partout. Il faut dire que dans 100 jours, parce que je vous ai dit, il doit y avoir une quantification des moyens qui doivent être mis en œuvre. On ne peut pas prendre toutes les routes de la République. Mais déjà, c'est un signal pour démontrer finalement que la gouvernance a changé et nous voulons entrer véritablement vers l'efficacité et la performance de l'action du gouvernement. Espérons que ça ne sera pas de la poudre aux yeux que vous allez lancer à l'entrée. C'est ça. Après... Oui, vous le dites bien, de la poudre aux yeux, mais ici je vous dis qu'il y a de la volonté politique. La chose la plus importante dans l'action politique, c'est la volonté. Et la volonté, avec la volonté, on peut faire des grandes choses. Même des choses qui paraissent irréalisables, mais parce qu'il y a une détermination, il y a une volonté, il y a possibilité qu'on puisse... Mais il y a aussi l'aspect durable de travaux que vous exécutez. Mais est-ce que vous avez tenu compte de failles? Des canalisations, d'eau, par exemple, le contrôle de ces travaux que vous avez confiés à l'OVD, est-ce que ça sera... L'OVD, je peux dire que l'OVD est un organisme qui a de l'expertise. L'OVD et l'Office des routes, ce sont des organismes de l'État qui ont été mis en place, ça fait aujourd'hui, je crois, plus de 30 ans ou 40 ans, pour essayer d'appuyer le gouvernement dans la réalisation de son programme et de ses objectifs. Et je peux dire qu'aujourd'hui, il faut donner des moyens nécessaires à l'OVD, il faut donner des moyens à l'Office des routes pour que ces structures-là de l'État, ces services de l'État, publics de l'État, puissent rendre un bon service. Et il n'y a qu'à voir aujourd'hui, quand vous regardez à Kinshasa, vous circulez, vous verrez que les routes qui sont en train d'être réalisées par l'OVD sont des routes de bonne facture. Mais c'est l'OVD, Office des routes, qui construisent ou qui réhabilitent. Mais pourquoi le confier encore la mission de contrôle? Pourquoi ne pas confier à d'autres pour venir vérifier, contrôler les travaux exécutés par d'autres personnes? Non, je crois que dans l'attribution des marchés, il y a toujours à l'intérieur de l'entreprise, moi je travaille dans une entreprise de l'État, il y a toujours des fonctionnaires dirigeants ou des maîtres à pied d'œuvre. Des gens qui sont dans l'entreprise, mais qui en même temps permettent d'aller contrôler les travaux tels qu'ils sont faits sur le terrain. Donc, le contrôle peut être interne, le contrôle peut être aussi externe. Mais vous devez savoir que dans le contexte actuel, si vous devez, en plus de moyens qui doivent être mis en œuvre pour la réalisation des différents projets, recourir à une maison d'expertise et de contrôle externe,
Il est vrai que cette maison externe viendra ajouter un plus dans la façon de contrôler, mais je crois que nous avons été mus par les soucis des rationalités et de l'économie des moyens. Mais si dans le volet route, on sent quand même quelque chose qui évolue, mais sur le plan, dans le domaine de la santé par exemple, dans le domaine de l'habitat par exemple, jusque-là on ne sent rien. Qu'est-ce qui a été prévu précisément? Non, dans le domaine de la santé, oui, il est prévu, je crois, la réhabilitation des infrastructures hospitalières, parce que vous savez que, comme je l'ai dit, l'homme doit être placé au centre de l'action. Mais je crois que dans le programme, il y a des zones de santé qui doivent être réhabilitées pour essayer d'améliorer la prise en charge des malades, notamment en ce qui concerne Ebola. Vous savez qu'aujourd'hui, la partie nord-est du Congo est terrassée par la maladie d'Ebola. Ça a été une urgence qui a été prise en charge pour essayer de soulager tant soit peu les souffrances de la population. Et donc, on fait un effort en éducation. Il y a des écoles qui doivent être réhabilitées. On le fait. Mais dans le domaine de l'habitat, il est prévu la construction des logements à travers, dans toute la province. Mais est-ce que dans 100 jours, on peut construire une maison durable? Il faut situer l'action dans la durée. Les 100 jours, c'est-à-dire, en d'autres termes, que le président de la République n'est pas là pour 100 jours. Le président de la République est là pour un mandat de 5 ans. Ici, le président, comme je l'ai souligné, voulait donner le temps, démontrer à la face du monde qu'il vient avec les soucis de mieux faire et d'améliorer. C'est pourquoi ce programme de 100 jours, il n'est que de 304 millions. Le Congo, c'est tout un continent. On ne pourra jamais remettre les infrastructures, remettre les pays sur les rails avec 300 millions. Le Congo nécessite aujourd'hui suffisamment de moyens, des milliards, pour que nous puissions véritablement arriver à soulager la souffrance de la population. Mais ici, c'est un programme d'urgence. C'est un programme je dirais, c'est un programme qui permet à ce que nous puissions voir la lumière, l'orientation que le président veut donner et démontrer finalement à tout le monde qu'il faut votre appui pour que nous puissions réussir. Dans le domaine des transports, qu'est-ce que vous avez prévu? L'achat de bus, la création d'une nouvelle entreprise des transports? Parce que transport qui existe déjà fait face à... Non, ici on a beaucoup plus voulu réhabiliter les ponts, les bacs et quelques ports à l'est de la République. Et donc, c'est un problème d'efficacité et de priorité. Il y a beaucoup de priorités, mais les priorités doivent être classifiées pour commencer avec celles qui nous apportent une plus grande valeur ajoutée. C'est comme ça, on a pensé qu'en réhabilitant le pont et le port, il y a possibilité de faciliter les transports et les échanges entre les populations. Vous savez que notre population est à 70%. Vous savez aussi que le transport ne passe seulement... Il est fluvial, il est aérien, il est, si vous me permettez, routier, si je peux le dire, ou terrestre, ça dépend. Mais déjà sur le plan aérien, il y a un problème avec Congo Airways qui... C'est ça même l'essence. Vous avez pensé à tout ça? C'est ça l'essence de la programmation. Quand on dit programmation, on doit tenir compte de moyens, on doit tenir compte du temps. Parce que le tout ne peut pas se faire en 100 jours. Le tout ne peut pas se faire avec 300 millions. Il faut que progressivement, comme je l'ai dit, lorsque nous aurons un gouvernement installé, ce gouvernement va récupérer la pensée politique du chef de l'État et va les traduire dans un programme du gouvernement. À ce moment-là, nous allons nous fixer des objectifs. C'est un problème de contrat social qui doit être établi entre le président de la République, évidemment avec son gouvernement, et l'ensemble de la population congolaise. Il y a le Parlement qui existe. On doit se fixer aujourd'hui qu'est-ce que nous pouvons faire dans 5 ans pour améliorer les conditions de vie de la population en essayant de prioriser les différentes actions à entreprendre et en permettant que tout cela soit agencé de manière à atteindre l'objectif. Et c'est alors que lorsque nous arriverons au bout de 5 ans, qu'on va évaluer pour voir est-ce que ce que nous nous étions fixés comme objectif au départ, nous l'avons réalisé.
et nous l'avons réalisé dans quel pourcentage, qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce que nous devons maintenant entreprendre comme action corrective. Ici, vous parlez de Congo Airways, mais Congo Airways existe encore. Congo Airways, je crois, ils doivent avoir 2 ou 3 avions qui fonctionnent aujourd'hui. Oui, ce qui est insuffisant. Insuffisant, évidemment. Je n'en disconviens pas parce que, je l'ai dit, le Congo, c'est un continent. La voie ferroviaire, n'en parlons pas d'ailleurs. La voie ferroviaire, oui. Moi, je fais partie de la société commerciale des transports et des ports. Est-ce que l'ONATRA a été associé à ce programme de 100 jours? Il n'est pas question que l'ONATRA soit associé. Je vous ai dit qu'il y a des experts qui travaillent pour le compte de l'État, et ces experts savent quelles structures ils peuvent contacter. En ce qui concerne, par exemple, le secteur des transports, vous savez qu'il existe des structures qui s'occupent des études. Il y a le groupe d'études des transports, JET, qui est là. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas été contactés, mais j'ose croire que dans leurs prérogatives, ils ont été associés pour finalement définir les priorités en matière de transport et avoir les données nécessaires pour l'élaboration de ces programmes. Alors, vous avez évoqué l'aspect éducatif. Ça sert à quoi exactement? On sait que la Constitution, la gratuité, la réhabilitation des écoles, la construction des écoles. Oui, la gratuité, ça c'est une décision politique qui doit être prise par le chef de l'État. Il en a déjà évoqué quelque part. Mais ici, pour l'école, l'éducation, c'est essentiellement la réhabilitation de quelques infrastructures d'éducation, notamment, je crois, à Lemba, il y a l'école Mukengeli qui doit être réhabilitée. Et un peu partout, on a ciblé quelques infrastructures qui doivent être remises en état pour permettre que nos enfants suivent quand même l'enseignement dans des conditions plus ou moins acceptables. Dans le domaine de l'énergie, il y a un problème sérieux pour l'approvisionnement en eau potable. Tout à fait. Et même en électricité. Ouais. Jusqu'aujourd'hui, il y a encore des quartiers qui sont sous l'effet de délestage. Qu'est-ce que vous avez prévu exactement à ces stades? Non, non, mais vous n'avancez que les quartiers où vous dites que les gens continuent à être dans l'obscurité. Mais vous n'évoquez pas, finalement, les quartiers ou les villages ou les villes éclairés. Je l'ai dit à l'éclairage en Bougimaï, on a vu la liesse. Oui, il y a eu à Kikwit, voilà, je voulais bien parler de Kikwit, à Kamba, il y en a eu. Et donc, vous verrez que ici, ce qui a été programmé, c'est-à-dire ce qui a été planifié, est en train d'être réalisé. Il faut prendre votre mal en patience. Il faut nous donner du temps. Oui, je sais. Je vois les attentes de la population. La population voudrait que tout se passe au même moment et que nous puissions accéder au bonheur aujourd'hui. Mais le bonheur s'est construit. Il s'est construit avec la participation de tout le monde, des autorités, mais également de la population. Et ce qu'on demande à la population, c'est d'accompagner ces programmes-là, être des véritables interlocuteurs du gouvernement ou du président, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore de gouvernement, pour l'accomplissement ou la réalisation de ces programmes. Et je peux vous rassurer que le Congo, aujourd'hui, est sur de bons rails. Et nous pouvons dire que nous allons voir le bout du tunnel. Dans le domaine de l'eau, par exemple, on a vu le déploiement des tuyaux. C'est ce qui est prévu, le remplacement des tuyaux. Oui, les tuyaux qui ont vieilli. Vous savez que les tuyaux, ici chez nous, certains tuyaux datent de 1950, avec la rouille et tout ça. On risque de ne pas offrir à la population une eau potable. Il faut commencer ces travaux. On ne peut pas les faire en une seule fois. Vous savez, c'est un problème d'affectation des moyens. Les moyens sont rares, mais les besoins sont illimités. Mais nous devons procéder par une affectation rationnelle et optimale de ces moyens pour atteindre une plus grande efficacité. Mais on estime que le chef de l'État est resté un peu muet dans le programme de 100 jours en ce qui concerne le domaine de sécurité. Non, c'est pas vrai. Non, pas vrai. Qu'est-ce qui est prévu à ces stades? Il y a encore du groupe armé qui opère. Non, mais ce n'est pas vrai. Quand vous regardez dans les autres activités sectorielles, on parle de la bonne gouvernance, on parle de la lutte contre la corruption, on parle de la sécurité, on parle de la diplomatie, et on parle également de la politique de bon voisinage. Et le président de la République, si vous l'avez suivi ces derniers temps, il est au Rwanda, il est au Kenya, il est au Kenya, il est en Ouganda. Il a été même à Luanda. À Luanda. Tout ça, c'est dans le cadre
d'assurer une bonne sécurité à notre pays, parce que vous savez, nous sommes entourés par 9 pays limitrophes, et la bonne façon de réaliser cette sécurité, c'est d'avoir de bonnes relations de voisinage. Mais sur le plan interne, vous vous souviendrez que le président a envoyé une mission à l'est du pays. Je crois un général d'armée a été envoyé pour essayer, pour aller prendre langue avec les différentes milices qui sont là-bas. Et nous avons appris qu'il y en avait qui venaient s'offrir, qui déposaient les armes pour finalement adhérer à la vision du président de la République. Donc, le programme accorde une grande importance à la sécurité, à la politique de bon voisinage et à la diplomatie. Alors, je vais vous présenter les préoccupations d'un Congolais qui a aussi feuilleté ces programmes d'urgence du chef de l'État de 100 jours. Il a retenu un certain nombre d'observations concernant ces programmes. Nous allons les suivre avec vous. Après, on va retourner pour que vous puissiez faire un commentaire à ce sujet. Siméon Musindondo ne parle pas en l'air. Avec les documents en main, il déplore le manque d'ambition dans les chefs des experts. Dans le domaine sanitaire, je prends l'exemple de la construction hôpital d'Ebola de Makeke Ituri. Le coût 170 000 $. Mais on est où là? On doit cesser de sous-estimer le Congo et les Congolais. C'est-à-dire il y a des gens... Bon, je comprends, c'est parce que les gens vont se faire soigner ailleurs. C'est pourquoi ils sous-estiment. Un hôpital d'Ebola à 170 000 $. Vous vous rendez compte? Et nous, nous sommes dans ces pays, nous existons comme architectes. Vous vous rendez compte? Est-ce que les gens, ceux qui ont déterminé ce montant, savent ce que signifie hôpital d'Ebola? Je vais encore aller plus loin. Pour vous supporter. Là, je prends par exemple les domaines sociaux. Vous avez la construction des maisons préfabriquées. J'étais la société au même Aluku, Congo central, Bukavu, Mbujima et Kananga. 100 maisons. Ça fait 300 maisons pour un montant de 11 500 000 $. Si tu prends les 11 500 000 divisé par 300, ça te fait 38 000 $ pour une maison. Je pose la question, sauf erreur de ma part. C'est des maisonnettes ou bien des maisons? Architecte de son État, Siméon Musindondo craint de voir les réalisations attendues souffrir de manque de durabilité. Mais qui a réussi cette société? Qui les a interrogés? Qui les a analysés? Leur offre pour qu'on amène ça sur la table du chef de l'État. C'est là la mauvaise foi. Et je n'aimerais pas qu'on piège les chefs de l'État. Parce que le président est là, il vous demande de faire un travail. Vous faites un travail. À l'exécution, ça capote. Mais c'est la population qui tire les conséquences. Donc on ne peut pas piéger le président de la République maintenant là. Parce qu'il n'a pas effectivement encore commencé l'effectivité de son programme d'action. Pour résoudre ce problème, le chef de l'État devrait confier le contrôle de ses travaux aux ingénieurs civils et aux architectes. Ce programme doit être recadré. Si effectivement les gens n'ont rien à voir, il y a des ordres maintenant, des infrastructures connues officiellement, il y a les architectes et il y a des ingénieurs civils. Qu'on nous donne ce programme-là pour contrôler l'effectivité. Nous, on n'a pas besoin d'argent. Qu'on nous donne pour contrôler. Siméon Musindondo ne souhaite pas voir Félix Tshisekedi échouer, comme ce fut le cas avec les 5 chantiers. Voilà qui a motivé son interpellation. Monsieur Bertin Moudine, vous avez suivi, c'est un Congolais, c'est un architecte, Siméon Musindondo. Il a émis un certain nombre d'observations. D'abord, il dit que vous n'avez pas, les experts qui ont élaboré ces programmes n'ont pas rêvé grand quand ils voient le montant retenu pour l'exécution de certains travaux. Que dites-vous à ce sujet? Oui, je crois que l'expert en question, je ne dirais pas qu'il n'a pas la bonne connaissance de la réalisation d'un programme d'urgence. Je crois que l'objectif poursuivi par le président, c'est d'abord de tracer un cadre logique. Un cadre logique dans lequel, à partir d'aujourd'hui, tous les pays doivent s'engager pour opérer les changements tant entendus par la population. Et donc, ce programme doit être d'abord examiné ou évalué ou jugé sur base du fond. Et lorsque vous regardez le fond, en tout cas, à ma connaissance, je peux dire que le fond, comme je l'ai dit, est cohérent. C'est un fonds qui ramasse ce qui aujourd'hui préoccupe essentiellement les Congolais.
Je ne dis pas que tout est pris là-bas, parce que je vous ai dit que c'est un programme du genre de 100 jours. Maintenant, discuter sur les chiffres, je ne sais pas, Parce peut-être... qu'en construction, par exemple, d'un centre de Bola à 300 et quelques mille $, ils signent que c'est peu. Ils n'y voient pas un centre à ces montants. Je peux concéder, ça peut être peu. Mais ici, l'essentiel, c'est de voir le fond. On veut construire les centres. Les centres vont résoudre un problème de santé de la population. C'est ça qui est le plus important. Si, par exemple, à la réalisation du programme, on constate que ce qui avait été prévu était insuffisant, mais je l'ai dit, le programme doit être évalué pour amener des mesures correctives. Ça ne va pas s'arrêter avec les 100 jours. J'ai dit que ce programme sera mu finalement dans le programme du gouvernement des 100 jours et à la prochaine révision, on va essayer d'intégrer tout ce qui n'a pas été bien fait. C'est une œuvre humaine. Nous ne pouvons pas dire que tout est parfait, mais au moins c'est une approche qui nous permet d'oser d'aller dans le sens de répondre aux observations. C'est la même observation qu'il a fait concernant aussi la construction de maisons. Il ne voit pas, il n'est pas de maisonnettes ou de maisons que vous allez construire, qu'il évalue à, John, à 30 000 $. Il n'est pas contre la construction des maisons. Ici, c'est l'idée qui est importante. Mais des maisonnettes ou des maisons, c'est ça son problème. Quand il voit le montant que vous avez prévu pour chaque maison ou chacune des maisons qui sera construite. Et donc, dans la réalisation, comme je l'ai dit, si on constate, on remarque qu'il y a des insuffisances, c'est une œuvre humaine qui n'est pas parfaite, on va améliorer. Mais au moins, nous partons du principe que le président s'engage dans l'amélioration du vécu et des conditions de vie de la population. Il demande que le contrôle des travaux qui s'exécutent, par exemple, je l'ai dit ici, soit confié aux architectes ou aux ingénieurs civils et non à l'OVD et aux filles des routes qui exécutent ces travaux, de peur qu'il y ait complaisance. Est-ce que vous rencontrez... Je vous l'ai dit que les contrôles peuvent se faire à la fois sur le plan interne, parce qu'on ne peut pas réaliser un travail sans qu'il soit contrôlé en interne. On le fait à l'interne, mais on peut également le faire en externe, c'est-à-dire recourir à une maison extérieure. Mais ici, c'est la qualité des personnes. Les gens qui font ces contrôles, est-ce que ce sont des personnes compétentes ou non? Il y a à l'intérieur de l'OVD et à l'intérieur de l'Office de route des spécialistes. Ce ne sont pas des gens qu'on ramasse. Moi, je connais la rigueur avec laquelle on a engagé. Ce sont des gens qui sont là, ça fait plus de 20 ans. Ce sont des spécialistes. Il y a des architectes là-bas. Il y a des constructeurs, il y a des ingénieurs. Il y en a avec qui nous avons terminé l'université qui travaillent là-bas. Et donc, on ne peut pas sous-estimer la compétence de ces gens-là. Effectivement, il a mis les doutes sur la qualité, le profil de ceux qui ont élaboré. Non, là, je crois que c'est une considération tout à fait partisane. Faisons confiance et attendons évaluer les travaux pour savoir si le travail n'a pas été bien fait. Déjà, mais ici, c'est une fuite en avant. Je peux considérer que c'est une fuite en avant. C'est déjà 60 jours. Êtes-vous satisfait? Vous êtes rassurant, confiant? Nous sommes très, très satisfaits parce que, je vous l'ai dit au départ, le programme n'a pas été fait au hasard. Les sources de financement étaient disponibles. Donc, ce qui a été fait n'a pas été fait sur base de supputation ou sur base de prévision des ressources ou de financement qui viendraient demain, mais c'était de l'argent disponible. Et donc, aujourd'hui, nous pouvons peut-être avoir des petits problèmes dans la réalisation des actions ou des activités dues au fait qu'il y a certaines choses qui sont imprévisibles qu'on ne peut pas tenir, dont on ne peut pas tenir, notamment les pluies, et notamment les intempéries. Il y a des choses dont nous n'avons pas la maîtrise qui peuvent faire qu'il y ait un petit glissement. Mais cela n'enlève pas la qualité, la consistance à ce programme. Nous l'évaluerons, nous verrons ce que nous avons déjà fait. Si le programme peut être déjà réalisé à 70 ou 80%, pour nous, nous pouvons dire que c'est un bon score. Parce que nous partons qui finance ces programmes? Mais c'est bien dit, c'est les trésors publics. Les trésors publics qui financent. Il y a le fonds de la promotion de l'industrie qui apporte également son financement et le fonds national de l'entretien routier. Donc ce sont des moyens essentiellement internes. Les gens peuvent se poser des questions, mais comment est-ce qu'ils vont avoir l'argent? Mais je crois que c'est un problème de pouvoir améliorer le recouvrement des créances de l'État. Il faut lutter contre la corruption. Il faut lutter contre l'écolage des recettes de l'État. Et de cette façon, l'argent qui allait dans les poches des individus peut être canalisé vers les trésors publics
et permettre finalement la prise en charge de ces problèmes. Mais alors, on va terminer pour cette émission. Mais quelle doit être, selon vous, l'attitude des Congolais pendant cette période d'exécution de ce programme d'urgence? Je crois que l'attitude, c'est ce que le président a dit lorsqu'il a lancé ce programme. Il a dit que j'ai besoin de l'appui de la population. L'appui de la population, nous le remarquons d'ailleurs. Je crois, on m'a rapporté que vers Nguiringiri, il y a de jeunes gens qui viennent eux-mêmes offrir leurs services pour être en appui au service de l'OVD qui fait ce travail-là. Il faut que la population elle-même ne vienne pas détruire ou ne vienne pas voler le matériel qui est en attente d'être affecté pour la Oui, on a même vu, je crois à Kinshasa ici, que des Kinois qui ont dénoncé la vente des matériels par même les exécutants. C'est ça qu'on attend, c'est ce que nous attendons de la population. Il faut que nous puissions faut que nous puissions nous approprier ces programmes, en faire que ce soit notre programme à nous et mettre tout ce qui est en notre possibilité pour sa réalisation. Ça sera pour le bonheur du Congo. Non seulement les Congolais d'aujourd'hui, mais de demain, le Congo va rayonner et je crois que le monde entier parlera en bien du Congo. Ça sera à l'avantage de tout le monde. La dernière question, pourquoi les Congolais doivent faire confiance à ces programmes d'urgence? D'abord, il faut rentrer à ce qui a été fait. Les élections se sont tenues dans ce pays. Le président de la République a été élu par la majorité des Congolais, au moins les gens qui ont participé au suffrage. Il a eu, je crois, 7 millions et quelques suffrages de Congolais qui lui ont fait confiance. Donc, à partir des Congolais qui sont partis aux urnes pour se prononcer pour la gouvernance de demain, pour le futur de demain, en tout cas, la majorité ont placé leur confiance dans Félix Antoine Tshisekedi. Et donc, ils ne peuvent pas aujourd'hui faire marche en arrière pour finalement ne pas faire confiance au président. Ils vont l'appuyer parce que ce sont eux qui ont voulu qu'il soit là-bas. Lui, il n'est là que comme quelqu'un qui reçoit les aspirations du peuple pour les traduire en actes afin de changer le vécu quotidien de la population. Et donc, il est important que la population l'accompagne. Et aujourd'hui, nous voyons effectivement que la population, même ceux qui hier étaient un peu réfractaires, sont en train de changer de position parce que finalement, ils comprennent que le bonheur de notre pays se joue avec Félix Antoine Tshisekedi. Un mot de conclusion. Un mot de conclusion, c'est que nous remercions le président de la République pour avoir pensé à mettre en place ces programmes qui finalement va traduire son rêve de faire du Congo un pays de droit d'abord, mais un pays également émergent demain. Et je remercie également les Congolais d'avoir accepté d'appuyer le président de la République. Je peux leur dire que leurs espoirs seront exaucés. Ils ne seront pas déçus demain. Demain, nous allons construire au centre de ce pays, au centre de l'Afrique, un pays véritablement démocratique, un pays qui jouit de liberté et des droits et libertés des individus, un pays qui va assurer le rayonnement non seulement du Congolais, mais également de l'Afrique et pourquoi pas du monde entier, parce que nous savons que le Congo est un pays stratégique à cause de tout ce que nous dégageons comme ressources naturelles dans ce pays et minières. Nous allons jouer véritablement notre rôle demain pour l'épanouissement non seulement des Congolais, mais de toute l'humanité tout entière. Monsieur Bertin Moudimou Tshisekedi, nous vous remercions. Merci bien, John. Voilà, je rappelle que c'était lui notre invité de ce soir, cadre de l'IDPES. Avec lui, nous avons passé en revue le programme du Jean-Chef de l'État, une évaluation à mi-parcours de 100 jours du chef de l'État qui est basé sur plusieurs axes prioritaires et tenus pour donner un coup de pouce en termes de reconstruction, réhabilitation et même construction des infrastructures de base. Vous avez une idée, je crois qu'on va encore nous retrouver 100 jours après pour une évaluation finale. Tout à fait. Et puis, cette fois-là, on va tendre le micro aux Kinois, aux Congolais pour donner leurs avis. Nous vous remercions. Merci aussi à
l'équipe technique qui nous a accompagnés ce soir, Maurice Gigando, Jules Chubamba et Aglaïba Idi. Nous remercions aussi infiniment, pour ne pas être irreconnaissant, M. Donald Kavassili, à travers qui nous avons pu vous rencontrer pour ces numéros. Portez-vous bien, on se retrouve le mercredi prochain à 21 h autour d'une autre thématique. Au revoir.